Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une figure de la littérature de voyage vers les pays du nord de l'Europe, les plus importantes et auxquelles je suis le plus attachée en absolu. Ça fait à peu près une vingtaine d'années que je travaille sur cette figure majeure de la littérature de voyage. Alors pour l'instant, nous imaginons d'être au printemps 1839 dans un salon de la place Vendôme, au 8 place Vendôme pour être précis, dans un élégant appartement, un atelier, où l'un des invités est Paul Guémard, un naturaliste, voyageur, directeur de la Commission scientifique du Nord, qui était une commission instituée par le roi Louis-Philippe dès 1836 pour explorer les régions septentrionales de l'Europe. La Commission scientifique du Nord avait déjà effectué un long voyage qui avait atteint l'Islande, les îles Féroé notamment. Et Paul Guémard va faire partir une nouvelle expédition, cette fois vers le Spitzberg, donc les îles Svalbard. Et il se trouve dans cet appartement parce que c'est l'atelier du peintre François-Auguste Biard. Biard est un peintre assez conventionnel. Il n'a pas de très bonnes critiques parce qu'il est un peu démodé, sans postérité. Théophile Gautier, de façon très venimeuse, il dira qu'il ne se lèvera jamais de sa médiocrité. Mais il avait quand même ses entrées à la cour, il exposait régulièrement au Salon de Paris, il avait notamment reçu une médaille de première classe et la Légion d'honneur. Et disons que voilà, c'est bien pour cette conventionnalité dans sa façon de représenter le monde que Paul Guémard s'adresse à lui, parce que à une époque où la photographie était qu'à ses tout début, on cherche des peintres qui puissent accompagner les expéditions scientifiques pour représenter de façon la plus fidèle à la réalité, notamment la flore et la faune. Alors, Guémard, pour être comme ça, disons, assez gentil, ne s'adresse pas directement à Paul Guémard, mais s'adresse à sa compagne en lui demandant d'essayer de convaincre Biard à faire partie de la Commission scientifique du Nord. Oui, à une condition. Laquelle? C'est que je l'accompagnerai. Jusqu'au bout? Jusqu'au bout. Cela présentera des difficultés parce que les femmes ne sont pas embarquées à bord des navires d'État et alors je ne dis pas un mot pour le voyage. Au contraire. Parlez-en toujours. Nous verrons à arranger la difficulté. Qui est cette femme qui ose braver même les lois françaises, les lois de l'État? Eh bien, cette femme est Léonie Donné. La voici, à l'âge plus ou moins de cette conversation. Léonie Donné était née en 1820, elle avait reçu une éducation littéraire, artistique, probablement dans une institution religieuse, et à 18 ans, elle avait connu François-Auguste Biard et elle avait emménagé dans son atelier au 8 place Vendôme, qui était un atelier fréquenté par du beau monde. On a déjà parlé de Théophile Gautier, mais il était fréquenté par Maxime Ducamp, par Lamartine, par Frédéric Chopin, qui était un de leurs voisins, il habitait au 12, place Vendôme. Et c'est donc là qu'il se passe cette scène initiale du récit de Léonie. Léonie a gain de cause parce qu'elle peut accompagner son époux, son compagnon, ils ne sont pas encore mariés à l'époque, lors de ce long voyage qui partira autour de juin 1839. Voici le parcours. Donc, c'est un parcours qui se fera en partie par voie de terre, en partie par voie de mer. La première partie se fera par voie de terre, donc en traversant la Hollande, le Danemark, ensuite en remontant la côte norvégienne pour arriver à Hammerfest, qui est une ville suffisamment au nord pour monter à bord de la célèbre corvette La Recherche, qui accueillait toute la commission scientifique du Nord, et donc, avec la corvette La Recherche, aller jusqu'au Spitzberg et revenir, sans être pas trop embêté par le fait qu'une femme monte à bord d'un navire d'État. Ensuite, une fois, voici le parcours total jusqu'au Spitzberg. Une fois revenu à Hammerfest, la commission scientifique du Nord va se scinder en deux.
il y a une partie des hommes des sciences qui restent à bord de la corvette à la recherche pour effectuer des études, notamment sur les courants marines, etc. Et une partie de la commission qui traverse la Laponie, de Hammerfest jusqu'à Tornion, et ensuite Léonie suit le groupe jusqu'à Stockholm, et puis de là redescend à travers la Suède et à travers l'Allemagne pour atteindre à nouveau Paris au début de 1840. Son voyage, disons, contient deux types de voyages, si on peut ainsi dire. D'un côté, il y a les voyages savants qui nous rappellent les grands tours et qui permet au lecteur de son futur récit de voyage de remarquer notamment sa culture, par exemple quand il visite des musées à Amsterdam, à Copenhague. À Copenhague, elle est accompagnée par le sculpteur Thorvaldsen, et à Berlin par Alexander von Humboldt. De l'autre côté, il y a la partie du voyage concernant les Spitzberg, qui est et la Laponie, comme véritablement un voyage d'exploration, et ce qui n'est pas totalement toujours apprécié par ses compagnons de voyage, parce que voici une conversation entre marins qu'elle intercepte par hasard à bord de la corvette La Recherche. Aussi, quelle idée d'avoir amené une femme. Est-ce que c'est des courses des femmes, des voyages comme celui-ci? Et puis, quelle femme est-ce? Une femme palote, menue, maigrette, avec des pieds comme des biscuits à la cuillère et des mains à ne pas soulever un aviron. Une femme à casser sur les genoux et à mettre les morceaux dans sa poche. Avec sa mine mièvre de Parisienne, elle est frileuse comme une perruche du Sénégal. À supposer que nous serons pris, elle mourra au premier froid, c'est sûr. Eh ben, ce n'est pas des bonnes auspices sur lesquels ça va partir tout cela. Et on reviendra sur la mine mièvre des Parisiennes parce que c'est un des points importants de son récit de voyage. Donc, son voyage dans le Nord, pour nous, chercheurs en littérature de voyage, est un texte important pour les détails sur l'organisation pratique, qui sont rarement indiqués dans les récits de voyage dans ces régions. Par exemple, Léonie explique comment on organise l'envoi des malles avec le vêtement. Elle explique que on envoie d'abord des malles par une voiture de poste plus rapide qui arrive à l'auberge ou à la station de poste dans laquelle les voyageurs vont dormir le soir. Donc ces malles arrivent plus rapidement. Et comme ça, quand les voyageurs arrivent le soir, ils peuvent trouver des vêtements secs, propres, etc. Elle nous explique également comment elle est habillée pendant le voyage. Ça, c'est très intéressant parce que c'est rare de le trouver dans les récits des voyageurs. Elle nous dit « Je portais un pantalon d'homme et une chemise de mousse en gros drap bleu faisant blouse. Une grosse cravate de laine rouge, une ceinture de cuir noir, des bottes doublées de feutre et une casquette de marin complétaient cet ensemble de toilettes qui ne sera pas imité. Inutile d'ajouter qu'en dessous j'étais bourré de flanelle. Et lorsque je montais sur le pont, j'ajoutais à cette montagne de lainage un épais caban à capuchon qui faisait de moi les plus informes paquets. » En plus, elle explique qu'elle avait coupé les cheveux parce que c'était devenu totalement impossible à démêler. Quelque chose d'autre qui est très intéressant pour nous, les chercheurs, elle explique les moyens de transport. Alors, la plupart du voyage s'est fait en voiture de poste. En Norvège, il y a un système de garde, c'est-à-dire effectivement de postes dans lesquels on peut dormir le soir, changer les chevaux et repartir le matin suivant. Mais quelque chose d'autre qu'elle nous raconte dans son récit, c'est la descente des cataractes des fleuves de Laponie en bateau. Et là, évidemment, cela permet à Léonie de se mettre en scène dans des situations effrayables, parce que cette descente des cataractes est extrêmement dangereuse, mais même dans ses voyages en voiture de poste, elle nous raconte un accident de voiture dans lequel elle risque carrément sa vie. Donc, on est complètement dans ce procédé typique de la littérature de voyage qui s'appelle héroïsation du voyageur. Quant aux hébergements, on a parlé des gardes.
Souvent, les voyageurs peuvent dormir chez les Samis, donc chez les guides Samis qui les accompagnent en Laponie. Elle a même dormi dans une pulka, donc dans un traîneau, et à même le sol. Et ça, elle s'en souviendra parce qu'à cause de ça, son visage a été complètement défiguré par les moustiques qui l'ont piqué pendant la nuit. Et puis quelque chose de très intéressant, c'est la description de sa cabine dans laquelle elle dort à bord de la célèbre corvette La Recherche qu'on voit ici dans l'image. J'occupais à bord l'appartement du capitaine, et il avait eu l'extrême bonté, en me le cédant, de le faire aménager de la façon la plus commode et la plus chaude. On avait couvert le plancher de plusieurs peaux de renne, on avait hermétiquement fermé tous les hublots, on avait comblé le lit d'édredons. C'était, à vrai dire, bien plus un nid qu'une chambre, et un nid où il y avait seulement ma place, et à grande peine. Alors, cela est une citation intéressante parce que elle dit qu'il n'y a de la place que pour elle-même. Mais on a vu qu'elle est quand même partie avec son mari. Où est-ce qu'il est son mari? Et pourquoi la narration de son récit de voyage est toujours à la première personne? Alors, revenons, retour à Paris. Après le voyage, une fois les couples rentrés, Léonie est enceinte, elle a eu une première fille, après elle a un garçon, mais lors d'une de ces soirées, on ne sait pas si chez elle ou si chez Fortuné Amelin, on ne sait pas trop, elle connaît Victor Hugo, et les deux tombent amoureux, ils deviennent amants. Cette liaison est tenue cachée, bien évidemment, mais le mari de Léonie, François Biard, a quelques doutes, donc la fait suivre et fait constater le flagrant délit d'adultère en 1845, dans une petite pièce du passage Saint-Roch. Alors Hugo échappe à la prison parce qu'il sort de sa poche la carte de pair de France et invoque l'immunité parlementaire, ce qui déclenche évidemment des longues discussions au niveau de la Chambre des pairs et sur les journaux, parce que l'immunité parlementaire doit être invoquée pour des raisons politiques et pas pour des raisons personnelles, surtout pas pour les flagrants délits. Léonie Donnet a toute autre destinée. Elle est emprisonnée à la prison de Saint-Lazare, où sont d'habitude détenues les femmes perdues, les prostituées, puis dans un couvent. En fait, ses amis, Fortuné Amelin, d'autres amis, la même Madame Hugo, intercède pour elle auprès de la femme de la reine, et pour que Louis-Philippe concède une commande importante à François Biard. Et en effet, si aujourd'hui vous allez au musée de minéralogie à Paris, à l'intérieur du Muséum d'histoire naturelle, à l'entrée, vous trouvez sur les 4 murs de l'entrée du musée de minéralogie des fresques de chasse nordique. Il y a la chasse à l'ours, il y a la chasse au lion marin. Ces fresques sont des fresques de François Biard et sont la monnaie sonnante qui avait permis d'obtenir que Biard accepte que les derniers mois de la détention de Léonie Donnet se passent non en prison, mais dans un couvent, dans les couvents des Grandes Augustines. Ce sont des très beaux fresques et voilà, c'est la façon dans laquelle la liberté de Léonie, d'une certaine manière, a été payée. Quand Léonie sort de prison, bien évidemment, elle a tout perdu. Elle a perdu la garde de ses enfants, elle arrive à loger chez une tante en banlieue parisienne, elle n'a pas de revenus, donc elle commence à collaborer avec quelques revues grâce à Maxime Ducamp, notamment avec la Revue de Paris, qu'il avait fondée. Et en 1852, elle publie quelques extraits de lettres de son récit de voyage, les lettres qui concernent les Spitzberg, et ces lettres ont eu un certain succès. Et donc Maxime Ducamp lui conseille d'écrire le récit de voyage, et donc voici que 2 ans plus tard, en 1854, paraît Les voyages d'une femme au Spitzberg de Léonie Donnet. Ce livre eut un grand succès et fut réimprimé plusieurs fois tout au long de la vie de Léonie, mais bien évidemment on ne lui donna pas la stabilité économique. Mais j'ai évoqué le fait qu'il a été publié en 1854.
Nous avons dit tout à l'heure que le voyage s'est tenu en 1839. C'est un grand écart temporel. Alors, nous pouvons imaginer que Léonie Donné avait pris des notes pendant son voyage. Elle le dit elle-même à quelques reprises. Elle dit qu'elle a passé du temps, elle a profité de certains arrêts pour mettre en ordre dans ses papiers. Peut-être, effectivement, elle a réutilisé des morceaux de lettres envoyées à quelqu'un, à des proches, on ne sait pas. En fait, les voyages d'une femme à Spitsberg est composé de 9 lettres adressées à son demi-frère, Léon de Boigny. Les procédés littéraires du récit de voyage épistolaire, c'est très courant en littérature de voyage parce que ça permet de rapprocher l'écrivain, les voyageurs du lecteur. Alors, il faut dire que son demi-frère, Léon de Boigny, il n'avait que 12 ans lors de son voyage, et à la publication du récit, il était déjà mort depuis quelques années. Et ce qui explique la toute dernière phrase du récit de voyage, qui est « Adieu, mon cher frère, à bientôt et à toujours ». Donc, on peut penser qu'il y a eu une réélaboration de ce matériel, pour ajouter par exemple des informations culturelles qu'elle avait appris notamment de Xavier Marnier, qui était un des membres de la commission scientifique du Nord chargé de s'occuper de recueillir la littérature des pays nordiques, de Léosan le Duc, qui avait été le premier traducteur du Kalevala, donc l'épopée mythologique finnoise qui a été publiée en finnois en 1835. Donc, disons qu'elle a pu profiter pour réaménager un peu ses notes et aussi peut-être pour supprimer toute référence à son ex-mari. Ce qui a dû d'une certaine manière l'arranger pour en plus accentuer la mise en scène féminine et donc aller insister sur ce langage et ce style très emphatique. Et alors, au niveau du langage et du style, il y a 2 aspects intéressants que j'aimerais remarquer et qui font aussi l'intérêt en général du livre. Tout d'abord, les langages romantiques. Léonie fait trésor des échanges et des lectures de ses contemporains, non seulement de Victor Hugo, bien sûr, le premier, mais aussi des autres que j'ai cités, Gautier, Lamartine, etc. Donc, elle utilise un langage qui se refait à la poétique du pittoresque, grandiose, emphatique, donc on est totalement dans la poétique du sublime. Je vais vous lire un petit extrait, un exemple de la description des glaces de Spitsberg. C'est totalement impressionnant pour le choix des mots, par exemple. Je voyais se heurter autour de moi des morceaux d'architecture de tous les styles et de tous les temps. Clochers, colonnes, minarets, ogives, pyramides, tourelles, coupoles, créneaux, volutes, arcades, frontons, assises colossales, sculptures délicates comme celles qui courent sur les menus piliers de nos cathédrales. Tout était là confondu, mélangé dans un commun désastre. Cet ensemble étrange et merveilleux, la palette ne peut le reproduire, la description ne peut le faire comprendre. Et elle termine ce long passage par « Cela tient à la fois du fantastique et du réel, cela déconcerte la mémoire, hallucine l'esprit et les remplit d'un indicible sentiment, mélange d'épouvante et d'admiration. » Donc voilà, nous sommes totalement dans la poétique du sublime. Et tout cela, évidemment, accentue son exploit, voilà, qui peut éventuellement expliquer aussi le choix du titre, « Le voyage d'une femme au Spitsberg », alors qu'elle ne parle que du Spitsberg que dans une seule lettre des 9. Hein. Donc, d'une certaine manière, ça aurait été peut-être plus adapté le titre des voyages d'une Parisienne. Parce que nous en arrivons à la deuxième type de langage qu'elle utilise, donc un langage extrêmement ironique, pétillant, plein de coquetterie, et partout où se révèle cette dichotomie Paris versus le reste du monde, qui devient très rapidement, au fur et à mesure qu'on avance vers les latitudes nordiques, dans une dichotomie civilisation versus sauvagerie. Par exemple, dès les premières phrases de son récit, elle parle de Guémard comme célèbre voyageur. Ben oui, mais il est célèbre qu'à Paris, évidemment. Quant aux Samis,
qu'elle appelle bien évidemment les Lapons, parce qu'à l'époque on les appelait avec ce terme. Aujourd'hui on sait très bien que le terme Lapon est un terme péjoratif pour ce peuple, mais pour l'époque c'était tout à fait normal d'utiliser cette dénomination. Donc elle les décrit vraiment avec sous des traits animalesques. Elle nous dit que par exemple les guides qui les accompagnent en Laponie grognent, reniflent comme un chien de chasse. Elle parle de pauvres sauvages, de plus alertes qu'un chien de chasse, et cela nous fait penser quand même à ce que déclarait Jean-François Reignard, 1681, et son récit de voyage publié en 1715, ce petit animal qu'on appelle le lapon. Donc voilà, elle insiste sur cela. Quand elle décrit des femmes lapones, elle parle qu'elles ont des doigts comme avec des griffes, donc c'est vraiment sous des traits animalesques, mythologiques presque, parce qu'elle évoque les Strix. Et elle insiste sur le fait, par exemple, que le lapon ne mange pas des pains. Donc il y a cette évocation presque religieuse du fait qu'on ne connaît pas les pains, donc on ne connaît pas la civilisation, les pains liés à la civilisation chrétienne. Après, il y a quelques citations, par exemple, à un moment donné, elle déclare « Plus j'avance, mieux je sens s'éloigner de moi le soleil et la civilisation, cet autre soleil. » Mais dès le début, les femmes qui étaient là à la célèbre soirée, quand elles entendent qu'elle a l'intention de partir, elles lui disent « Vous allez revenir laide ». Donc, les pays lointains est synonyme de laideur. La sauvagerie, en réalité, ne concerne pas seulement les Samis, mais la Scandinavie en général. Parce que, en gros, elle critique tout. Elle critique le théâtre, les tenues au théâtre en Norvège, la saleté, et elle critique évidemment la cuisine. Alors je ne peux pas m'empêcher de vous lire un petit extrait d'une description d'un dîner auquel elle a été conviée à Trondheim. Je me laissai servir du potage. Je vis dans mon assiette une quantité de petites boules nageant dans un jus violet. Il s'exhalait de là une odeur spiritueuse des fâcheux présages. J'essayai de m'attaquer d'abord à une grosse boule jaune qui me parut un annonçant jaune d'œuf dur. J'ai cru manger du feu. Les traîtres avaient été abondamment poudrés de piments. J'eus la lâche idée de tout laisser, mais les regards étaient fixés sur moi. Je fis une invocation à l'hospitalité, et rassemblant tout mon courage, j'ai continué d'avaler cette infernale soupe. Au milieu du conflit de goûts, de saveurs et d'arômes, qui ahurissait complètement mon palais, j'ai distingué, dans cette mêlée bizarre, du sucre, du jus de gibier, du piment, du vin, des œufs, et toutes les épices connues. L'addition d'un peu de poudre à canon ne me paraîtrait pas invraisemblable. Évidemment, nous sommes complètement dans la héroïsation du voyageur, vous l'aurez compris. Mais il reste que Léonie ressort comme une figure très forte et anticipatrice de certaines voyageuses du XIXe siècle, parce que son récit est très moderne, est un récit charnière entre le monde du Grand Tour et le tourisme moderne, le tourisme des masses. Il faut quand même calculer qu'elle a voyagé à l'âge de 19 ans. Elle avait 19 ans quand elle a accompli ce voyage. Alors, tout le monde a toujours, là c'est une image des glaces de Spitzberg dont j'ai raconté tout à l'heure les frayeurs. Et là, c'est un campement de Lapon dessiné à l'intérieur des images publiées par la Commission scientifique du Nord, mais ce n'est pas un dessin de Biard. Tout le monde connaît ce portrait, et tout le monde a toujours pensé qu'il s'agissait de Léonie Donné, parce que ce portrait est conservé au château de Versailles sous le titre « Portrait de Madame Biard » de François-Auguste Biard. Mais, il y a quelques années, Baptiste Henriot, qui est un grand spécialiste de François Biard, a découvert que ce portrait représente en réalité la seconde épouse de Biard, Flore Gisclon. Cela est ressorti des papiers que le musée de Versailles, que le château de Versailles détient, de la donation d'un descendant des enfants du couple Biard, du deuxième couple Biard, donc Biard avec Flore Gisclon. En réalité, si vous voulez une image véritable de Léonie, ben c'est celle-ci. C'est une photographie qui a été retrouvée au musée Carnavalet et qui représente Léonie à l'âge d'une quarantaine d'années. Comme vous le voyez, elle fait peut-être plus.
40 ans, c'est après l'affaire Victor Hugo, après la prison, mais on la voit quand même très élégante, très parisienne, et avec une espèce de mélancolie dans le regard, euh, comme pour dire qu'elle a eu quand même de la force de volonté pour avoir fait ce voyage et avoir vécu, en tout cas, sa vie. Victor Hugo avait déclaré d'elle dans une, dans une dédicace la grâce à la force unie. Et je pense que cela ressort parfaitement de ce portrait et de son récit. Et je voudrais terminer avec une petite citation, toujours tirée du début de son récit de voyage, Voyage d'une femme au Spitzberg, où elle déclare: l'intérêt de mon récit croîtra à mesure que je m'avancerai sous les latitudes élevées de notre vieille Europe. Arrivé là, j'aurai, à défaut d'autres, le mérite de l'originalité, étant la seule femme qui ait jamais entrepris un semblable voyage. De mon côté, j'ai décidé d'éditer une édition critique du Voyage d'une femme au Spitzberg, qui est sortie aux presses universitaires de Provence, où vous en voyez la couverture ici. Je pense que c'est important d'accompagner la lecture de ce genre de récit. Aujourd'hui, son récit de voyage est numérisé, on le retrouve gratuitement sur le site, par exemple, de Gallica, sur le site de la BNF. Mais comme nous avons vu tout à l'heure par rapport à la description des Samis ou par rapport à son rapport à l'altérité, je suis de l'idée qu'il faut accompagner les lecteurs, surtout les lecteurs non avisés, dans ce genre de lecture, pour faire comprendre que pour l'époque, c'était assez normal d'écrire ce genre de choses, parce que nous sommes dans une époque totalement coloniale. Donc il y a un sentiment de supériorité dans les voyageurs qu'on retrouve non seulement dans les récits de Léonie Daunet, mais dans quasiment la totalité des récits de son époque, intérieure et postérieure. Donc, une édition critique permet aussi de comprendre mieux le langage, les subtilités du langage, et d'encadrer les récits de voyage dans la grande famille de la littérature de voyage dans les pays du Nord, et également dans la grande famille de la littérature de voyage au féminin. De mon côté, je vous remercie, et je vous invite à lire Les Voyages d'une femme au Spitzberg de Léonie Daunet.